Mesdames, Messieurs les jurés, cher auditoire, bonsoir. Je suis très heureuse d'être face à vous aujourd'hui car je dois vous raconter l'incroyable découverte que j'ai faite ce matin. Dans ma course contre la montre habituelle, je me suis retrouvée dans ma salle de bain, une brosse à dents dans la main droite et mon discours dans la main gauche. Et malencontreusement, mon discours a glissé dans l'évier, sous le jet d'eau. Et je vous avouerai que je n'étais pas très sereine d'arriver ici ce soir. Et là, miracle! Je me suis rendu compte que le diamètre supérieur du jet d'eau était plus large que le diamètre inférieur. Vous en étiez déjà rendu compte? Si c'est le cas, alors félicitations, vous avez un niveau L3 de mécanique des fluides. Un physicien des fluides vous parlerait de conservation du débit d'un fluide réel newtonien. Mais c'est de la terminologie, et vous savez ce qu'on dit, c'est comme de la confiture, moins on en a, plus on l'étale. Vous n'êtes pas physicien des fluides. Pourtant, vous en étiez déjà rendu compte. Vous m'aurez donc compris, la science est partout, et vous êtes capable de la percevoir. En préparant cette plaidoirie, j'ai appris que le mot « science » provient du latin « scienta » qui signifie « connaissance ». Pourtant, et vous en conviendrez, toute connaissance n'est pas science. Ma mère, au 4e rang, connaissait mes notes avant que j'arrive à la maison. Oh, merci Pronote. Et pourtant, personne ici n'oserait appeler cela de la science. En effet, la connaissance scientifique, et non ce n'est pas un pléonasme, a pour mère l'étrange. C'est parce que j'ai trouvé cela bizarre que le diamètre supérieur du jet d'eau soit plus grand que le diamètre inférieur que je me suis demandé pourquoi. Bon, je vous l'accorde, c'est Bernoulli qui se l'est réellement demandé, mais quand même. La science gît dans nos doutes, dans ce qui manque de clarté, de netteté, de logique, dans la suggestion, l'image, le décalage. Et bonne nouvelle, le doute est une caractéristique innée de l'humain. Depuis la naissance, vous doutez. Le problème, ce n'est pas l'accessibilité à la science, puisque la science est partout. Le problème, c'est que nous avons arrêté de douter. Nous nous sommes habitués et nous sommes devenus aveugles à ce qui est étrange autour de nous. On va prendre un petit exemple. Vous vous rappelez de votre Saint-Sylvestre, lorsque vous vous ennuyiez comme un rat mort entre votre tonton Roger, qui n'avait qu'une seule hâte, c'est de faire péter les feux, et votre petit cousin Kylian, 3 ans, qui cherche la raison de tout, âgé de pourquoi. Vous aussi, le matin même, vous avez fait tomber votre discours dans l'évier sous le jet d'eau, et votre petit Kiki n'hésite pas à remuer le couteau dans la plaie. « Pourquoi tu n'as pas de discours pour ce soir ?» Vous lui répondez « Parce que j'avais laissé le robinet ouvert. » « Mais pourquoi l'eau coule-t-elle du haut vers le bas ?» Là, vous commencez à vous sentir un peu agacé et vous lui rétorquez « À cause de la gravité. » « Mais pourquoi y a-t-il de la gravité ?» Non, Kylian n'a pas prévu de vous laisser vous noyer dans le champagne. Et là, vous hésitez entre un rap improvisé version des fêtes de famille d'Orelsan ou lui rétorquer « Oh, tu m'embêtes avec tes questions. J'ai laissé le robinet ouvert, ça a coulé sur mon discours à cause de la gravité. Et la gravité est là, eh bien parce qu'elle est là. Va-t'en. » Et pour éviter le ridicule, vous avez choisi la 2e option. Mais quelle erreur! Le petit Kiki était destiné à être un grand physicien quantique. Mais le graviton attendra un enfant n'étant pas brimé par la société. Pour nous rassurer, nous avons arrêté de douter. Nous avons pris des hypothèses pour des acquis, la partie pour le tout. Nous gravons dans le marbre ce que nous voulons garder pour immuable. Nous avons besoin d'être persuadés que notre maison ne va pas s'écrouler en arguant avoir utilisé géologie et mécanique des matériaux. Nous avons besoin de nous rassurer que l'eau coulera toujours du haut vers le bas. Nous avons besoin de nous rassurer que notre pays n'était peuplé que de justes et de résistants en 40. Nous en arrivons bien à la conclusion
que la science nous est accessible, puisque la seule barrière correspond à notre peur du vide. Pie II déclara « Plus on sait, plus on doute ». Mais j'espère vous avoir convaincu ce soir que plus on doute, plus on sait. En sortant de cet amphithéâtre, je vous souhaite d'arriver à accepter le doute, seule clé nous permettant d'ouvrir les yeux et de ne pas laisser le parchemin d'accès à la science tomber dans l'évier de la certitude, noyé par le courant du dogme. Je vous remercie. Cher jury, cher public, chère contradictrice, bonsoir. Lorsque j'ai appris le sujet de mon exposé aujourd'hui, la première personne qui me vint à l'esprit est mon ami Louis. Car Louis, comme grand nombre d'étudiants en sciences, a dû faire plus de 2 heures de trajet ce matin pour se rendre à l'université. Il fera encore 2 heures de trajet ce soir pour rentrer chez lui. 2 heures ce matin et 2 heures ce soir, vous l'aurez compris, Louis, aujourd'hui, aura passé plus de 4 heures dans les transports pour accéder à la science. Lorsque moi, je mets moins de 7 minutes en trottinette électrique pour venir à la science. Ainsi, mesdames et messieurs, comment pouvons-nous prétendre que l'accès à la science est identique pour tout le monde lorsqu'il ne l'est pas pour 2 personnes issues du même cursus universitaire? L'accès aux sciences n'est pas identique en France, et ce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, d'un point de vue géographique. Les lieux de sciences tels que les bibliothèques ou les universités ne sont pas équitablement répartis sur notre territoire. Selon une enquête au niveau national, 17% des Français ne disposent pas d'une bibliothèque à proximité de chez eux. Si vous habitez dans le département de la Creuse et que vous souhaitez faire des études de droit, vous devrez quitter votre région car la seule formation disponible dans cette région est une licence de sciences. Ainsi, si vous naissez dans la Creuse ou à Paris, votre accès à la science n'est pas le même. On peut dire que l'accès à la science se creuse. Car je ne vous apprends rien en vous disant que c'est à Paris qu'il y a le plus large choix d'universités et que les universités les plus prestigieuses, et que c'est là où on trouve les universités les plus prestigieuses. Ainsi, l'exode rural des étudiants constitue une preuve humaine que l'accès aux universités n'est pas identique partout en France, aussi bien en termes de quantité que de qualité. D'autre part, Parcoursup lui-même n'offre pas un accès à l'éducation identique pour tous. Car d'après une enquête réalisée par Le Figaro, la plateforme d'accès à l'enseignement supérieur favoriserait les étudiants parisiens par son algorithme. Les élèves comparés à ceux de province ou de banlieue. Benoît Pirot, responsable de licence de chimie à Paris Diderot, met en évidence cette injustice en prenant l'exemple de 2 élèves. L'un, venant de Paris, a pour moyenne générale 8 sur 20, quand l'autre étudiant, venant du Val-de-Marne, a une moyenne générale de 17,5. Leur classement dans une même licence est totalement différent. Le premier arrivera 14e dans le classement Parcoursup et l'autre arrivera 110e en liste d'attente. L'aménagement du territoire repose lui-même sur des facteurs économiques et sociaux. L'accès à la science est fortement déterminé par la richesse de notre lieu de vie. En effet, l'acquisition d'une science ne se fait pas uniquement grâce aux bibliothèques et universités, mais également à travers un cadre de vie plus large, notamment à travers des musées, des expositions ou des conférences, que notre lieu de vie met à disposition. Ainsi, on comprendra facilement que si j'habite entre le musée du Louvre, le Panthéon et le musée de l'Homme, je n'accéderai pas aux mêmes sciences que si j'habitais dans le Cantal. Car ces infrastructures destinées à l'instruction sont presque inexistantes dans ces régions, pour ne pas dire totalement absentes.
Non, dans le Cantal, vous ne trouverez pas de concours Connectum in Science, ni de concours central, mais seulement Chantal mangeant du fromage pour ne pas crever la dalle. Vous serez sûrement surpris comme moi d'apprendre qu'il existe encore en France en 2021 des personnes en situation d'illettrisme. Et dans certains départements, un habitant sur 2 ne sait pas correctement lire, écrire ou compter. On constate une forte corrélation entre le revenu par habitant et le taux d'illettrisme. Pour faire simple, plus un département est pauvre, plus il y a de personnes en situation d'illettrisme, et moins il a accès à la connaissance. Les espaces ruraux sont largement discriminés dans cette répartition des richesses, car ils disposent d'un faible revenu et possèdent par conséquent un fort taux d'illettrisme. C'est par exemple le cas de l'Oise ou de la Somme, où ce taux est de 15%, lorsque à Paris, il est inférieur à 5%. Encore pire, les régions d'outre-mer, comme à Mayotte, où le taux d'illettrisme atteint 75%, ou encore en Guyane, lorsqu'il est de 48,2%. Tant qu'il existera des inégalités de richesse sur notre territoire, il restera des inégalités à l'accès à la science. Merci. Mon cher Adèle, bonsoir. Je te remercie pour ton discours qui, néanmoins, me semble incorrect car tu confonds deux choses proches, mais très éloignées néanmoins, qui sont la science et l'éducation. Car selon toi, l'éducation permettrait l'accès à la science. Mais quelle idée! Ça sort d'où? Pas du tout. Voyons, l'éducation, dès l'école, et ensuite dans le supérieur, ne permet pas l'accès à la science, mais de rentrer dans la doxa, qui vient du grec droit. Il faut rentrer dans les castes, il faut écouter ce que les autres ont à dire, le prendre, et bien le recracher. C'est ça l'éducation. Ce n'est pas de la science. Où est le doute là-dedans? Tu me dis que l'université, c'est la science. Mais pas du tout. Ne penses-tu pas à Galilée, qui devant tous ces grands pontes remplissant l'amphi, devait avouer que la Terre était plate? Oui, de la science. À l'école, on a appris un jour que la France était résistante, puis ensuite collaboratrice, puis ensuite, on ne sait pas, apprends les dates, puis ça passera. Que les personnes n'aient pas le même accès à l'éducation, c'est un fait, vous avez énoncé les chiffres. Mais l'éducation, c'est l'inverse de la science. C'est arrête de penser par toi-même et pense ce qu'on veut que tu penses. Donc, un accès à l'éducation brime la science. Mais l'accès initial est intrinsèque à notre propre doute. Et vu que nous doutons initialement dès la naissance, est-ce que ma mère va venir quand je pleure? C'est la première question que se pose l'enfant, ou le père. Mais bon, ne partons pas dans ce débat-là. Vous avez donc confondu la science et l'éducation. Donc, je vous remercie d'avoir répondu « l'éducation est inégalitaire », mais pour ma part, vous n'avez pas répondu à l'accès à la science. Je vous remercie. Ma chère Salomé, tout d'abord, je suis désolé pour ton discours qui a fini dans les toilettes, mais ça ne serait pas arrivé si tu t'étais concentré sur l'aspect écologique de la question, à savoir fermer l'eau du robinet. D'autre part, tu expliques que la science est partout autour de nous, et j'en suis d'accord. Mais l'accès à cette science reste en moi très difficile, car comment aurais-tu pu deviner que les lois de Bernoulli s'écrivent comme tu les décris, ou que la loi de Newton est égale, que le poids est égal à la masse fois l'accélération? Deviner ces lois
et seulement accessible à une élite de la population, à Newton, à Galilée ou à Bernoulli. Car si moi, personne ne m'avait dit que P égale mg, jamais je ne l'aurais pu le deviner par moi-même. Pardon. Ainsi, les universités, les bibliothèques et les écoles sont un endroit où on pourra apprendre la science, car la science n'est pas quelque chose qu'on pourra créer par nous-mêmes, mais elles répondent à des lois de physique, et ces lois, vous ne pourrez pas les deviner par vous-même. Alors, pourquoi continuez-vous à venir à l'université lorsque vous pensez que la science peut s'acquérir par elle-même? Merci.